Merci bien, Chérif Diop. Il s'agit de Maître Alioune Ka. Merci d'être avec nous, Maître. Je vous remercie, c'est le plaisir est pour moi d'assister à votre plateau. Vous êtes en train d'organiser le 31e congrès qui se tient à Dakar des notaires de l'Afrique. On va s'arrêter au thème qui a été retenu, le numérique et le foncier. Pourquoi le choix porté sur ces trois thématiques? Tous ces trois thèmes sont importants pour le devenir et l'exercice de notre profession et portent sur, évidemment, comme vous l'avez dit, sur le numérique, qui est aujourd'hui un secteur qui embrasse et qui est dans tout notre quotidien, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans dans la dématérialisation des procédures et dans bien d'autres domaines. Et donc le notaire se devait de prendre sur lui, de réfléchir sur la nécessité d'aller dans la réflexion sur ce sujet. L'autre point qui sera également fera l'objet de discussions porte sur la déjudiciarisation, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement nos tribunaux étaient encombrés de procédures qui n'étaient pas contentieuses et pour lesquelles il n'y avait pas nécessité de passer par le juge. Je dirais, c'était comme exemple, par exemple, le recours au jugement d'hérédité pour déterminer la qualité des héritiers. Alors que dans le code de la famille, il est prévu que la possibilité de faire un acte de notoriété par un notaire. Le fait de recourir au juge pour constater un mariage tardif. Puisque vous savez que quand un mariage est coutumier, est célébré et doit être constaté par l'état civil, si vous ne le faites pas au bout de 6 mois, c'est obligé de passer par le juge. Et donc c'est autant d'éléments qui nous ont fait penser que, effectivement, pour alléger les tribunaux et pour également remplir notre mission de service public, parce qu'il faut ne pas oublier qu'également nous avons jugé utile de faire ces recommandations, en tout cas à l'issue de nos travaux, de faire ces recommandations aux autorités ainsi qu'à la chancellerie pour faire ces réformes. Sur le foncier, évidemment, c'est notre cœur de métier. Hein. C'est un sujet qui ne changera jamais. Le chef de l'État dit que 80% des dossiers qu'il reçoit en alerte touchent les litiges fonciers. On a envie de se demander pourquoi il y a autant de dossiers liés au foncier. Mais je peux vous dire, aujourd'hui, sur nos 31 congrès, un congrès sur 3 a porté sur le foncier. Donc c'est un élément tellement, c'est un enjeu majeur de nos politiques économiques et de notre développement. Et particulièrement dans nos pays sous-développés et par rapport au Sénégal également, vous l'avez si bien dit, effectivement, 80% des alertes qui reçoivent portent sur le foncier parce que aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Aujourd'hui, en zone urbaine, à cause de la spéculation foncière, vous avez des terrains qui se monnaient à des montants qui sont assez conséquents, et en zone urbaine également, et en zone plutôt rurale, vous avez évidemment tout ce qui concerne les fermes pastorales, les couloirs pour les éleveurs, et compte tenu de la mondialisation et du besoin des investisseurs de venir dans les pays où ils peuvent gagner de l'argent, évidemment il y a des conflits avec les populations locales. Le président aussi avait pris l'initiative de mettre en place une commission nationale de réforme foncière. Est-ce que dans cette commission, vous avez été associé? Et l'autre question subsidiaire, c'est qu'est-ce qui est attendu en réalité comme valeur ajoutée de ces travaux-là qui se déroulent actuellement pour mieux répondre aux attentes, notamment dans ce sens-là? Alors, c'est encore une occasion dont on va profiter pour encore remercier le chef de l'État qui avait bien voulu nous associer aux membres
et aux travaux de cette commission sur la réforme foncière, nous avions été représentés par notre président honoraire, M. Moustapha Ndiaye. Ces travaux ont fait l'objet de rapports qui ont été transmis au président de la République. C'est à lui donc de prendre la décision de les faire valider. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, à l'issue de nos travaux... Est-ce que vous avez le sentiment que ce document a servi à quelque chose? Parce que la pertinence aujourd'hui d'avoir dans vos travaux aujourd'hui l'aspect foncier, est-ce que cela ne veut pas dire aussi que ce document n'a pas été utilisé? Évidemment, ce document a eu une vision globale de tout ce qui concerne la terre au Sénégal. Ce n'est pas simplement sur le domaine notarié, puisque vous avez cette réforme-là qui concerne les terrains agricoles, etc., qui ne sont pas toujours au centre de notre métier et de notre ministère. Mais ce qui est attendu de cette réforme, et c'est une réforme majeure, c'est pour ça que je ne m'alarme pas trop que le président de la République n'ait pas encore pris les décisions qu'il faut, puisqu'il fait que ça mérite également réflexion. Mais ce qui est attendu, c'est aujourd'hui de pouvoir donner aux acteurs économiques, y compris à nos populations, les moyens de notre développement. Parce que notre développement, ce n'est pas simplement en zone urbaine, c'est également en zone agricole, que les agriculteurs puissent profiter de leur terre, puissent avoir des crédits bancaires sans qu'on puisse leur opposer le fait qu'ils ne peuvent pas donner leurs biens en garantie, puissent sécuriser ces biens-là et les transmettre à leurs héritiers. Ça, c'est vraiment des aspects importants. Maintenant, à l'issue de nos travaux, nous, en tout cas pour ce qui nous concerne sur le foncier, ces travaux feront l'objet d'un certain nombre de recommandations qui feront l'objet d'un mémorandum qui sera transmis au ministre de la Justice qui le communiquera évidemment au chef de l'État. Alors, malgré tout le travail que vous abattez, il y a un très grand nombre de terres non immatriculées. Qu'est-ce qui explique cela? Ce sont les populations qui ne viennent pas vers vous ou c'est le travail de sensibilisation qui devrait être fait qui ne l'a pas été? Alors, il faudrait déjà repréciser le type de la nature des terres qu'il y a au niveau du Sénégal. Vous avez des terrains qui sont immatriculés, effectivement, et qui font l'objet de titres fonciers qui appartiennent soit à des particuliers, soit à l'État. Parce que l'État a un domaine privé, on appelle le domaine privé de l'État, sur lequel l'État accorde le plus souvent des droits de superficie ou des baux emphytéotiques. Et vous avez ce qu'on appelle le domaine national et le domaine public maritime. Alors, le domaine national et le domaine public maritime, ce sont des domaines qui sont inaliénables, imprescriptibles, et c'est des domaines qui dépassent la notion d'État. On est dans une perspective de dire que ces terrains appartiennent à la nation. Sur le principe. Sur le principe, si vous le souhaitez. Maintenant, évidemment, ces terrains, l'État ne peut les céder ou les donner en bail à des particuliers ou à des promoteurs qu'après les avoir désaffectés. Donc les désaffecter et pour en faire des titres fonciers. Ce qui n'est pas encore le cas pour tout le territoire du Sénégal. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ces terrains non immatriculés peuvent faire l'objet de droits d'usage temporaires et précaires. Et avec la réforme sur la décentralisation, ce droit qui était accordé à l'État d'autoriser à titre précaire et révocable l'usage sur un terrain du domaine national a été dévolu aux collectivités et notamment aux mairies. Et donc, il y a aujourd'hui une contradiction, une confrontation entre des investisseurs qui viennent ici au Sénégal, qui veulent avoir des superficies importantes pour faire de grandes fermes agricoles, et les agriculteurs qui sont toujours dans un système d'exploitation, disons, primaire, qui font qu'ils considèrent qu'ils sont expropriés de leurs terres, à tort ou à raison. En tout cas, il y a une réflexion qui doit être menée dans ce sens. Maintenant, sur le terrain immatriculé, la difficulté qu'il y a, c'est qu'effectivement, bien que le métier de notaire soit de plus en plus connu, il y a toujours une méfiance et une réticence des Sénégalais à venir chez le notaire, pour plusieurs raisons. L'une des raisons, notamment, elle est économique. L'inaccessibilité. Elle est économique, il faut le reconnaître. Les gens disent que le service du notaire est cher. Mais il faut savoir que le service du notaire n'englobe pas simplement les émoluments du notaire. Parce qu'on dit improprement honoraire, mais en fait c'est émolument. Et ces émoluments-là font l'objet d'une tarification qui ne dépend pas de la chambre de notaire. En fait, les émoluments sont définis par décret présidentiel. Et donc, nous, on ne peut pas y toucher, on ne peut avoir ni moins, ni plus que ce qui est tarifé dans... Mais en dehors de ces émoluments... Est-ce que cela est appliqué en réalité? C'est une des conditions de notre exercice. Et les contrevenants, évidemment, s'exposent à des sanctions si jamais il y avait
une surfacturation ou une sous-facturation. Parce qu'une surfacturation, ce serait donc anormal vis-à-vis du citoyen, mais une sous-facturation également serait considérée comme une concurrence déloyale vis-à-vis des confrères. Mais à ces émoluments, il faut racheter un certain nombre de taxes qui sont dues à l'État. Parce que nous, en plus d'être un officier ministériel, nous sommes collecteurs d'impôts. Nous sommes le lien principal entre le citoyen et la Direction générale des impôts et domaines. Je peux vous dire aujourd'hui que sur une opération immobilière où vous payez 10% de taxes, je peux vous dire que les 8,5% de taxes vont à l'État. En termes de TVA, en termes de droits d'enregistrement, en termes de droits de mutation, en termes de droits de timbre. Mais c'est un service qui est nécessaire. Et donc, il faut également reconnaître que l'État a fait beaucoup d'efforts dans ce sens et il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Il y a une spécificité de la collectivité Lébou. Très souvent, quand on entend des conflits sur place, le plus souvent, ceux qui réclament ces terres disent être les ayants droit. Alors que quelque part, on voit que l'État peut dire que ce terrain appartient au domaine public. Comment dissocier cela? En fait, c'est tout à fait normal. L'essentiel des revendications des membres de la collectivité porte sur des terrains qui se trouvent en zone urbaine, où vous avez une spéculation et une inflation des prix qui est exponentielle. Aujourd'hui, vous voulez acheter une parcelle de terrain au niveau de la zone des Almadies, vous payez 600 000 francs le mètre carré. Il y a 20 ans, on payait 10 000 francs le mètre carré. Vous voulez acheter une parcelle de terrain au niveau de Ngor, c'est 300 000 francs le mètre carré. Au niveau de la route de Wakam, c'est 300 000 francs le mètre carré, 250 000 francs le mètre carré. Et donc, c'est des enjeux pour certains membres de la collectivité, parce qu'il ne faut pas généraliser également. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un mouvement de résistance qui font que des membres de la collectivité disent que les terrains qui sont pris par l'État et attribués à des particuliers en bail emphytéotique leur appartiennent de droit parce que ça appartenait à leur... Le droit coutumier. Voilà, appartenait à leurs ancêtres. Mais ce qu'il ne faudrait pas oublier, en l'état actuel de la législation, c'est que ces terres coutumières n'existent plus dans la réalité. Parce qu'avec la loi sur le 64, on a imparti un délai pour effectivement immatriculer les terres, c'est que malheureusement, ça n'a pas été fait. Évidemment, ça peut s'expliquer par beaucoup de choses. Mais quand l'État vous prend des terres, normalement, ça doit être destiné à un usage public. C'est d'ailleurs, en fait, quand les terrains ont été immatriculés au nom de l'État, l'État dans sa mission, parce que l'État devait être propriétaire de ces terres, mais c'est dans l'État dans sa mission de service public, évidemment, a la possibilité de octroyer ces terrains à des Sénégalais, comme vous et moi, pour qu'ils puissent avoir un logement. Et c'est un moyen, effectivement, que les Sénégalais puissent accéder au logement social. Maintenant, il est arrivé des fois où, effectivement, il y a eu des effets pervers, où effectivement des fois il est arrivé qu'on ait accordé à des promoteurs qui ont rajouté à la spéculation immobilière. Cette tâche qui est également dévolue à la SICAP et à la SNHLM. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre dans vos recommandations que le débat soit posé par rapport à l'accessibilité? Parce qu'on a vu beaucoup de conflits au niveau des tribunaux, c'est dû à ça, c'est une méconnaissance de la loi, du droit, l'attitude à avoir pour accéder à un terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, cette accessibilité-là, elle est débattue au niveau de vos travaux? Déjà, on peut se féliciter déjà de l'oreille attentive du président de la République, parce que lui-même, il a anticipé sur nos recommandations, puisqu'il a déjà mis le doigt là où il y a des difficultés. Et aujourd'hui, effectivement, toute notre réflexion, c'est de voir dans quelle mesure on peut arriver à une situation apaisée, parce que toutes les sources de conflits, effectivement, dans tous les pays du monde... Raison pour laquelle vous demandez des privilèges de juridiction. Le privilège de juridiction, c'est autre chose. Et les privilèges de juridiction, je considère que c'est un droit que nous devons réclamer, parce que toutes les professions judiciaires ont eu ce privilège de juridiction. Nous-mêmes, on l'a eu, mais on l'a eu dans le cadre d'un décret. Mais qu'est-ce qui justifie ça? C'est tout simplement... Tout simplement... Quelle est l'urgence d'en avoir? Qu'est-ce qui a été constaté et pourquoi vous voulez prétendre à ce privilège de juridiction? Nous considérons que nous sommes des délégataires des services publics, nous sommes des officiers publics ministériels, qu'avant que dans l'exercice de notre ministère, on soit convoqué ou inquiété pour des faits qu'on ne peut pas encore qualifier, ni de délictueux ni de non délictueux, que le magistrat
qui prend cette ordonnance en réfère quand même à notre mais nous aussi, en tant que journalistes, nous prenons tous les soirs des risques en arabe. Nous aussi, est-ce qu'on ne devrait pas demander des privilèges de juridiction? Ça ne veut pas. Privilège de juridiction ne veut absolument pas dire immunité. Ce qu'on veut dire. C'est tout comment? Non, c'est absolument pas. Oui, ce qu'on veut dire, c'est qu'également. Le plus souvent, on sent une nette volonté de pouvoir se protéger. Vous voyez, le problème qui se pose, c'est que si vous enlevez tout le mythe qu'il y a derrière une profession, vous en arrivez à la détruire, en fait, à la réalité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, dans nos cabinets, tous les jours, on voit des clients, des gens qui viennent faire des opérations et qui, le lendemain, contestent en disant qu'ils ne sont jamais venus chez le notaire, en toute malhonnêteté. Vous faites allusion aux blanchisseurs ou bien? Même aux citoyens lambda. Citoyens lambda, parce que tout simplement, on leur a offert cette possibilité de manière tout à fait disproportionnée de pouvoir attraire à tout moment un notaire. Quel est votre niveau de collaboration avec le CENTIF, par exemple? Pour vous dire, le 30e congrès qui s'est passé à Ouagadougou a planché sur le thème du blanchiment d'argent. Moi-même, avant d'être vice-président, j'étais trésorier de la Chambre des notaires. J'ai assisté à la mise en place de la CENTIF et moi-même j'ai été le répondant de la CENTIF. Merci beaucoup, Maître Aliou Reka, le vice-président de la Chambre des notaires du Sénégal, Pape Djibril Fall. Je ne voudrais pas qu'il enchaîne et qu'il oublie qu'il y a un temps qui nous est imparti. Vous êtes combien au Sénégal? Alors nous sommes 52 notaires établis sur tout le territoire du Sénégal. Je le précise. Et le chef de l'État qui dit aujourd'hui qu'il aimerait que les notaires se penchent sur les actes d'état civil, de mariage et autres. Cela ne va pas, disons, engorger davantage les dossiers que vous traitez? Non seulement ça ne va pas être le cas, mais également nous espérons et nous souhaitons que d'autres notaires, d'autres confrères viennent nous rejoindre dans l'exercice de notre profession. Il n'est pas dit qu'on restera 52 notaires et je pense qu'il y a de grandes chances d'ici la fin de l'année d'ailleurs que nous accueillons de nouveaux confrères. Très bien. Pape, oui. Une info? Oui, c'est à propos des nominations individuelles, des mesures individuelles que le président de la République a prises aujourd'hui au niveau du Conseil des ministres et qui touchent directement le foncier parce que je vois M. Mamadou Kassé, urbaniste et aménagiste, qui est nommé directeur général de la SICAP, en remplacement de M. Ibrahim Sall qui est appelé à d'autres fonctions, M. Mamadou Diagne Simbeng, administrateur civil, qui est nommé directeur général de la Société nationale des habitations à loyer modéré, en remplacement de M. Mamadou Kassé. M. Amadou Lamine Dieng, magistrat à la Cour des comptes, précédemment directeur général de l'ANPEJ, qui est nommé directeur de l'IPRES, qui remplace M. Mamadou Diagne Simbeng. M. Tamsir Faye, titulaire d'un master Affaires et Commerce International, qui est nommé directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, ANPEJ, en remplacement de M. Amadou Lamine Dieng. M. Hachim Malik Ndiaye, ingénieur des télécommunications, matricule de solde, numéro 611 054, qui est nommé directeur des technologies de l'information et de la communication, en remplacement de M. Chérif Diallo, appelé à d'autres fonctions. M. Mamseydou Ndour, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, précédemment directeur de la police des étrangers et des titres de voyage, est nommé directeur de la police de l'air et des frontières. Et voilà, il y a un mouvement, je pense, aussi bien au niveau. Mais ce qu'on peut retenir déjà, c'est le départ de Mamadou Diagne Simbeng, parce qu'il y a eu beaucoup de remous au niveau de la maison de l'IPRES, même si le ministre Sambassi n'a pas voulu, quand il est passé ici, trop se pencher sur la question. Mais je pense que finalement. Il y a eu des tiraillements entre le PCA et le directeur, et ça a été étalé malheureusement sur la place publique, et je pense que c'est ça qui a été arbitré aujourd'hui. Il y a Mamadou Kassé aussi, qui était le directeur général de la SNHLM depuis 2016, qui migre aujourd'hui vers la SICAP, un autre secteur, une institution aussi qui est en charge le service public du logement. Merci. Merci beaucoup, Pape Djibril Fall. Merci également à vous de nous avoir suivis. Mention spéciale à Chérif Dia. On se donne rendez-vous demain pour l'avant-dernier numéro de la semaine. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.